Anne-Dauphine Julien, merci d'être parmi nous. Le grand public vous connaît pour un livre bouleversant que vous avez publié en 2011 qui s'appelle Deux petits pas sur le sable mouillé. Où vous racontez le quotidien de vos deux filles, Thaïs et Azilis, qui ont été touchées à la naissance par une maladie dégénérative. Thaïs est décédée à l'âge de 3 ans et depuis, vous n'avez eu de cesse de rendre hommage à cette petite fille et à donner à comprendre, dans la mesure du possible, l'accompagnement de la fin de vie d'un enfant. Vous avez également publié un autre livre qui s'appelle Une journée particulière, où vous lui rendez hommage, puisque Thaïs est née un 29 février, et donc c'est la journée où elle aurait eu 8 ans, et c'est l'occasion pour vous de raconter aussi le quotidien de votre famille, avec également vos deux fils, Gaspard et Arthur. Je dis un tout petit mot sur le fait que vous réalisez un documentaire à l'heure actuelle qui devrait sortir en 2016 au cinéma sur la vie vue à travers les enfants malades. Voilà, donc soyez vigilants en 2016 quand il va sortir. Et voilà, vous êtes aujourd'hui là, vous avez répondu présente pour partager, encore une fois, dans la mesure du possible, ce que vous ont appris ces mois auprès de votre petite fille malade et la réflexion peut-être autour de la place des proches et en particulier des parents. J'ai l'impression de complètement disparaître derrière le micro là et la table, donc je vais me tenir droite pour que vous puissiez me voir. Je suis pas très grande. Ouais. Je vous rassure. Bon, ça va. Je raconte l'histoire de ma fille, mais bien au-delà, l'histoire d'une famille, parce que je crois que quand on est confronté à la maladie ou à la mort imminente d'un proche, c'est toute une histoire familiale qui se joue. Enfin, c'est tout un équilibre familial qui est bouleversé et des relations humaines que l'on doit réapprendre à organiser, à mettre en place parfois, à réajuster souvent. J'avais envie de parler de deux axes en particulier. D'abord du lien avec le malade et l'environnement familial, et puis aussi du lien avec le personnel médical et le monde des soignants. Ce que j'ai trouvé compliqué dans mon histoire familiale, c'est que j'avais une trentaine d'années quand j'ai appris la maladie de ma fille Thaïs. Elle avait juste 2 ans, elle. Moi, j'avais donc 32 ans. Et jusqu'alors, je sais, j'étais très gâtée, mais j'avais jamais été confrontée à la mort. J'étais un peu comme la jeune fille de 17 ans que vous évoquiez tout à l'heure, Véronique. Je n'avais jamais vu personne mort. J'avais encore mes grands-parents, etc. Et donc, j'ai été plongée de façon assez, j'ai trouvé très violente dans une mort que certains vont qualifier d'injuste. Bon, moi, c'est des qualificatifs que je ne comprends pas, mais ou en tout cas que je n'adopte pas. Dans une mort inattendue, en tout cas, dans une maladie qui touche un enfant, quelque chose en effet qui peut avoir un caractère un peu révoltant, et qui m'ont, moi, placée dans une situation que j'ai trouvée assez inconfortable. Mais finalement, je pense que c'est toujours le cas, quelle que soit la personne de l'entourage qui soit malade. Il y a un aspect très naturel à accompagner son enfant malade. Il y a quand même quelque chose de pas du tout naturel à accompagner son enfant malade. Voilà, c'est un grand paradoxe. C'est-à-dire que, bien sûr que moi, la maman, évidemment que je me sentais l'une des premières concernées, et même la mieux à même, certainement, d'accompagner Thaïs tout au long de sa vie et jusqu'à la fin de sa vie, et donc jusqu'à sa mort. Et pourtant, c'est pas... Normalement, une maman n'accompagne pas son enfant vers la mort. Et quand je vois ça, j'ai perdu ma grand-mère cet été qui avait 99 ans. Et j'ai vu ses enfants, donc mon père et ses sœurs, l'accompagner, elle aussi, dans une fin de vie. Et j'ai vu qu'il y avait finalement les mêmes réflexions chez eux. Que oui, bien sûr qu'ils se sentaient, eux, les premiers concernés et qu'ils y sont allés peut-être avec un sentiment de devoir, mais avec tout l'amour qu'ils avaient pour leur mère, mais qu'à la fois, c'est pas naturel de s'occuper de quelqu'un qui va mourir. Je pense que pour un homme ou pour une fille ou pour un fils, c'est pas naturel d'aider sa maman à manger, de la laver, de lui changer ses couches quand elle n'a pas la possibilité d'être aidée ou quand parfois il faut pallier à ces besoins-là. Et j'ai trouvé que c'était premièrement cet équilibre-là qui était très difficile à rétablir, c'était d'arriver à trouver sa place en fait. D'arriver à trouver sa place dans cette relation complètement bouleversée. J'avais envie d'apprendre la vie à Thaïs et j'avais pas envie de lui apprendre ça. Et finalement, c'est elle qui m'a appris beaucoup plus sur la vie que je n'aurais pu l'imaginer. Elle m'a appris à avancer avec tout ce que je suis finalement, avec
mes fragilités, c'est certain, puis des forces. J'étais très touchée en voyant dans le documentaire, c'était Nino, je crois, qui disait ah, j'en reviens pas d'y être arrivée, je suis fière d'être arrivée, hein, j'ai jamais lâché. Et je peux complètement comprendre ce qu'il pouvait dire, parce que c'est vrai que ça paraît insurmontable, ça paraît impossible. On est rentré dans un engrenage qui est compliqué. Il a utilisé un mot qui est, j'ai trouvé très intéressant, c'est la culpabilité. Je crois que c'est l'un des maîtres mots, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai pu ressentir en apprenant la maladie et la mort imminente de Thaïs. Thaïs a vécu 1 an 3/4 après l'annonce de sa maladie. C'est que je me suis sentie investie de plein d'obligations pour ma fille en fait. Avec un espace-temps très, très raccourci, je me suis dit, maintenant, quoi qu'il arrive, il faut que je sois là pour elle. Thaïs va devenir ma priorité, va devenir ma préoccupation principale. On avait décidé, peu de temps après l'annonce de sa maladie, son état s'est aggravé au point d'en être arrivé au stade dit terminal de la maladie. Et avec son papa, enfin avec Loïc, mon mari, on avait décidé de la ramener à la maison pour qu'elle vive et qu'elle meure à la maison. Elle a vécu donc 1 an et 1 semaine à la maison en soins palliatifs, accompagnée d'une équipe d'HAD, d'hospitalisation à domicile. Et toute la difficulté là, c'était de gérer cette culpabilité, de se dire, à partir de maintenant, je ne dois pas la quitter parce qu'elle a besoin de moi et c'est mon devoir d'être là. D'être là à chaque instant. Si je ne le suis pas, je m'en voudrais toute ma vie. Et surtout, si je ne suis pas là à l'instant de sa mort, je m'en voudrais toute ma vie parce que j'imaginais que c'était mon devoir de maman d'être là pour l'accompagner dans sa mort. Je ne crois pas qu'on puisse accompagner quelqu'un dans sa mort. On peut l'accompagner dans sa vie jusqu'au bout. Je crois que la mort, c'est un moment qu'on vit tout seul. Il peut y avoir des proches autour de nous, ça c'est certain, mais je crois, je ne l'ai jamais vécu, hein, vous me direz, mais c'est ce que j'en ai perçu en tout cas. Je crois que la mort, c'est quelque chose que l'on vit seul. Donc j'ai accompagné Thaïs jusqu'au bout de sa vie, mais je m'étais dit, je vais être là à l'instant T pour elle. Peut-être un peu pour moi aussi, pour me dire, j'y suis arrivée, comme disait Nino, j'étais là jusqu'au bout, et j'ai compris son désarroi quand il rentre dans la chambre et que sa maman est déjà morte. Et moi, j'avais en fait établi un système assez assez compliqué à gérer à la maison, pour ne louper aucun instant de la vie de Thaïs. J'étais d'abord beaucoup à côté d'elle, et puis quand je n'étais pas là, j'avais branché un babyphone, vous savez, les petits trucs pour écouter les bébés là. J'avais mis l'écouteur, enfin le récepteur collé à sa bouche, et puis j'avais l'écouteur en permanence à l'oreille, de jour comme de nuit. C'est-à-dire que quand j'allais dans la cuisine faire un repas ou quoi que ce soit, j'avais tout le temps l'écouteur, et je dormais avec l'écouteur, donc inutile de vous dire que je ne dormais pas. Et un jour, un des médecins qui est intervenu auprès de Thaïs, un médecin qui gérait la douleur, m'a vue épuisée. Et puis, elle a bien compris mon manège, enfin, elle avait été témoin depuis quelques jours, et puis elle m'a dit, écoutez, laissez-la vivre. Cette phrase m'a énormément choquée. Hein. À l'instant où je l'ai entendue, je me suis un peu fâchée d'ailleurs. Fâchée parce que d'épuisement et puis mais je fais tout ce que je peux, quoi. Enfin, de ce grand désarroi. Et je lui ai dit, mais comment est-ce que vous pouvez me dire ça? Et j'ai compris qu'en fait, c'est compliqué d'accompagner, c'est compliqué d'avoir la juste proximité ou la juste distance peut-être avec la personne qu'on accompagne. De se dire, je suis là pour accompagner sa vie, et je crois que c'est bien le terme, je ne suis pas là pour lui faire vivre sa vie, en fait. La pousser absolument à vivre sa vie, être là à chaque instant. Je ne suis pas sûre que Thaïs, en effet, elle n'avait plus la parole pour me le dire, mais bon, je ne suis pas sûre qu'en effet, elle avait forcément envie d'avoir sa maman collée à elle 24 heures sur 24. Elle était très heureuse des moments de tendresse, de câlin, de jeu qu'on a pu avoir, mais je crois qu'aucun enfant n'a envie d'être collé, de vivre sa vie avec la même personne tout le temps. Je pense que c'était ne pas donner à Thaïs son espace de vie. Et puis quelque part, je le reconnais maintenant, je crois que c'était ne pas lui faire confiance aussi. C'est un peu douloureux pour moi de vous dire ça, mais c'est vrai. Pas lui faire confiance dans la façon dont elle pouvait mener sa vie. Et j'ai pu voir, moi c'était ma petite fille, mais j'ai pu voir aussi, à travers d'autres expériences avec des personnes très âgées ou avec d'autres parents, que c'est souvent le cas aussi. Il y a un investissement très fort de l'entourage, un surinvestissement, une présence un peu peut-être pesante, en tout cas pas ajustée. On ne fait pas assez confiance dans la personne qui est en train de mourir sur sa façon de vivre sa fin de vie à elle, et sur les moments qu'elle a envie de vivre et sa façon dont elle a envie de les vivre. Donc ça a été une de mes grandes victoires dans la vie, c'est que j'ai laissé tomber ce babyphone, j'ai débranché, et j'ai commencé à laisser Thaïs vivre sa vie en l'accompagnant du mieux que je pouvais. Je crois que j'ai appris ce jour-là, et puis beaucoup d'autres jours,
ce qu'était le lâcher-prise. Et j'ai arrêté de culpabiliser, en fait. Je me suis dit, je vais me préparer. Je vais me préparer à vivre ça et je ne serai jamais prête l'instant présent, c'est certain. Je crois on peut se préparer autant qu'on veut à la mort, c'est quelque chose d'inattendu. On ne sait pas quel sera notre état d'esprit, notre état de morale, de santé à l'instant de la mort. On ne sait pas comment on pourra réagir. Je me suis dit, moi, je vais essayer de l'accompagner pas à pas dans chacun de ces jours, en vivant l'instant présent comme elle fait, en préparant tout ce que je peux préparer, mais vraiment en laissant la vie au cœur de cette relation. Et en la laissant, elle aussi, s'épanouir. Et moi, en m'autorisant, parce que dans cette omniprésence que j'ai eu un temps, hein, c'était pas du tout le temps, j'ai assez vite réajusté, enfin, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je réajuste. J'ai mis un petit peu le temps à le faire, mais je me suis rendu compte aussi que pour moi, c'était très compliqué à gérer. C'était très compliqué à gérer parce que j'étais en train de m'épuiser. Et je pense que quand on accompagne un proche dans la fin de sa vie, l'épuisement est une menace terrible. Et je parle de l'épuisement physique, de l'épuisement psychologique, de toutes ces sortes d'épuisements. Je pense que c'est ces épuisements qui viennent un jour compliquer la donne, qui viennent un jour, et je vous le dis d'autant plus que c'est quelque chose que moi j'ai pu vivre, hein, en toute simplicité, je vous le dis en toute simplicité, viennent un jour à commencer à trouver le temps long, en fait. Ce qu'il y a de difficile quand on accompagne quelqu'un sur ce dernier bout de chemin, c'est qu'il y a le temps prend une toute autre dimension. Pour la personne en fin de vie, qui elle continue à vivre sa vie pas à pas, jour après l'autre, on a tout d'un coup une impression d'instantané, que ça y est, c'est fini, que tout d'un coup le chemin qu'on imaginait long, peut-être que le sentiment est plus prégnant quand c'est un enfant atteint, mais que le chemin qu'on imaginait long, tout d'un coup se raccourcit, donc on en voit l'issue qui se rapproche, donc on se dit qu'on n'a plus beaucoup de temps, et à la fois, on ne sait pas. On ne sait pas quand les choses vont arriver. Donc on peut être dans une espèce d'attente inconsciente, on va dire, hein, d'attente redoutée, enfin on l'attend, mais on le sent pour autant désirer ce moment, jusqu'au moment où ça devient compliqué, parce qu'on est fatigué, parce que ça fait longtemps, parce que comme j'ai été tentée, et comme je l'ai fait à un moment, de mettre un peu ma vie entre parenthèses, pour me consacrer juste à ma fille et uniquement à elle, c'est pas tenable en fait. On ne peut pas s'arrêter de vivre. On peut juste, en effet, prioriser différemment pour se concentrer plus vers une priorité, une urgence. Hein. Et moi, j'avais eu tendance à un moment à un peu m'arrêter de vivre. Et quelqu'un m'avait dit, si tu t'arrêtes de vivre, enfin, en image bien sûr, tu ne pourras pas recommencer ensuite. Il faut que tu continues, même ta vie à toi, ta vie personnelle, ta vie de femme, ta vie de mère d'autres enfants. Et moi, dans cet épuisement dans lequel j'étais arrivée, c'est vrai que j'en suis venue à un moment à me dire, voilà, c'est quand la fin? Et à l'espérer parce que je voyais bien que j'allais pas tenir. Je voyais bien que j'étais en train de m'épuiser. Et c'est là que j'ai eu plein de secours. Alors d'abord, j'étais pas du tout toute seule dans ce navire. J'avais un homme à mes côtés qui est toujours là, l'homme de ma vie, mon mari, qui lui, bon, après il y a toutes les difficultés aussi d'avoir à gérer son chagrin, sa façon d'appréhender les choses différentes entre un homme et une femme, mais qui a quand même été un bon relais. Je crois que mes autres enfants m'ont aussi permis de sortir un peu la tête de l'eau et de me reconcentrer sur d'autres choses, sur une vie, entre guillemets, plus normale, même si mon fils Gaspard, qui à chaque fois qu'il quittait la maison, embrassait sa sœur en disant « Je lui dis au revoir parce qu'on ne sait jamais si elle est morte quand je reviens. » Ça, c'est aussi les enfants qui savent nous dire avec une vraie réalité, ce que nous, on bloque à l'intérieur. Lui, à un moment, il a commencé à dire « On n'arrête pas de dire que Thaïs va mourir, mais finalement, comme elle est toujours là, peut-être qu'elle est mortelle. » C'est à l'époque où il commence un peu à s'intéresser aux super-héros, là, vers 5-6 ans. Et c'est vrai qu'eux m'ont aidé à retrouver un quotidien, mon fils Gaspard, l'aîné, à retrouver un quotidien, entre guillemets, à peu près normal, enfin un quotidien de femme. Je me suis aussi autorisée à avoir une vie légère par moments, ce qui me paraissait insensé, mais ce qui s'est avéré absolument indispensable. Je pense que, et là je rejoins complètement les propos de Véronique, on ne peut pas bien accompagner, je ne pouvais pas bien accompagner si je ne prenais pas soin de moi. Si je me laissais aller à cet épuisement qui était uniquement lié à un sentiment de devoir, en effet de culpabilité sourde, de plein de choses, je me serais épuisée. Je ne peux pas bien accompagner mon enfant, ma grand-mère, mon père, si je m'épuise, si je m'oublie. Je pense que la compassion, et c'est ça le plus beau dans la compassion, c'est vraiment
Enfin, c'est de souffrir avec et de vivre avec. On ne vit pas la vie à la place de la personne, on l'accompagne et on ne s'oublie pas pour autant. La compassion, c'est pas l'oubli de soi-même. Hein. C'est souffrir avec. Donc c'est aussi soit ressentir et soit vivre. Et ça, voilà, c'était vraiment l'une des choses qui m'a sauvée, je crois, qui m'a permis de vivre cette épreuve avec un peu de sérénité, en tout cas. Et puis je crois que j'ai appris à reconnaître mes forces, bien sûr. Parfois, je me suis trouvée plus forte que je ne l'imaginais. Et puis mes fragilités aussi. Je crois que l'épreuve de l'accompagnement de Thaïs, elle m'a confrontée à mes plus grandes peurs, qui était la peur, c'était pas forcément la peur de la mort, hein. C'était avant la peur de la mort, c'était la peur de la déchéance physique. C'était la peur de cette petite fille qui était en plein élan de vie, qui avait appris plein de choses. Hein, à 2 ans, on sait déjà marcher, parler, etc. Et bien à 4 ans, à 3 ans, 3/4 avant de mourir, elle était sourde, muette, aveugle et paralysée. Et je crois que c'est ça qui m'a fait le plus peur. Et je me suis dit, est-ce que je serais capable d'aimer ? Est-ce que je serais capable d'accompagner mon enfant ? Est-ce que je serais capable de l'aimer ? De l'aimer à ce stade-là de sa vie. Et j'ai pu voir aussi des personnes qui accompagnaient leurs parents atteints de maladies dégénératives ou de cancers graves se poser silencieusement, parce que ce n'est pas des questions qu'on ose poser, est-ce que je serais capable d'aimer ? Et je pense que pour être capable d'aimer, on est capable d'aimer, hein, mais pour se reconnaître, pour laisser la place à cet amour, je pense qu'il est important d'avoir un réseau autour de soi bien constitué. Et c'est là que, par exemple, le rôle de l'équipe soignante est extrêmement important. Parce que je pense que pour s'autoriser à aimer, laisser ces vannes d'amour toujours ouvertes, cette écoute, arriver à s'adapter complètement à l'autre et voir que l'amour n'a pas de limite, hein, aucune limite. L'amour se moque de savoir si les gens entendent, parlent, voient et peuvent bouger. Hein. L'amour, on est capable de le ressentir pour un micro-bébé qu'on a dans le ventre et dont on n'a pas la moindre idée des traits physiques. Je crois que, et c'est toute la difficulté, c'est toute la subtilité de l'accompagnement des parents, des proches, des aidants, dits naturels, c'est d'arriver à rester à leur place. Et pour qu'ils arrivent à rester à leur place, il faut qu'il y ait un maillon, il faut qu'il y ait un chaînage suffisamment important autour, suffisamment bien constitué, pour que tout d'un coup, on ne se retrouve pas, comme ça a pu être notre cas, assez brièvement, mais quand même, à la fois des parents, enfin plus tellement des parents justement, mais des aides-soignants, des infirmières, un peu des psychologues, des médecins, à endosser des multicasquettes. Je dis ça, c'était aussi un risque que moi j'ai couru. J'ai couru de vouloir, un risque, une volonté de ma part, de me dire, Thaïs n'a besoin que de moi. C'est légitime, il n'y a que moi. En fait, je suis la maman, là. Cette petite fille était dans mon ventre, il n'y a que moi qui peux m'occuper d'elle. Et d'apprendre petit à petit que non, ça n'est pas possible. Et là, je vais réemployer des termes qu'on a déjà employés ce matin plusieurs fois, la confiance. La confiance avec le personnel médical. Mon mari n'est pas médecin, je n'ai pas épousé de médecin, je ne suis pas habituée à avoir un médecin dans ma vie. Voilà. Et pourtant, j'ai vu parfois plus souvent les médecins que mon mari, à certaines périodes quand les choses se compliquaient, quand ma deuxième fille était malade. C'est pas naturel d'avoir autant à faire. Et puis les médecins vont représenter en fait ce qu'on n'a pas envie de voir, quoi. Vont incarner la maladie de son enfant. Cette confiance, elle est pas instinctive. Je suis désolée pour les médecins, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas et viennent s'ajouter plusieurs obstacles, j'ai trouvé, qu'on peut comprendre. C'est ces deux natures humaines qui se rencontrent. Et je crois que si on oublie qu'à l'origine de cette rencontre entre un médecin, une famille, des patients, ces deux personnes humaines qui se rencontrent, on peut pas s'entendre. Le médecin, je comprends qu'il puisse se blinder parfois derrière un vocabulaire où moi je comprends rien et toujours pas. J'ai à peine réussi à intégrer le mot de leukodystrophie métachromatique, mais le reste, c'est pas dans mon domaine. Même ce matin, on disait que Marine, quand on est profane, il y a des mots de médecins qui nous paraissent, il y en a certains qui nous paraissent des grossièretés, mais d'autres d'un autre monde. Je crois que d'abord c'est ça, apprendre à se comprendre, apprendre à parler ce même langage. Et pour ça, il faut être en confiance. Il faut que les médecins n'aient pas peur d'employer des mots. Et je crois que c'est d'autant plus important quand on va parler, c'est ça, de sédation en phase terminale, de sédation terminale. Si on n'emploie pas les mots justes, on ne sait pas de quoi on parle. Et pour une famille, c'est extrêmement important. Et je vais l'illustrer tout à l'heure. Voilà. Moi, je sais qu'avec les médecins, c'était compliqué. Avec mon mari, encore plus. Mon mari dit, j'aime pas les médecins. Quand on va voir un médecin, c'est jamais bon signe, j'aime pas les médecins.
Et donc, bon, ça s'est pas très bien passé au début. Rien à voir avec ce médecin qui était vraiment très compétent, très gentil, très prévenant, mais qui était médecin, quoi. Et donc, ça s'est pas bien passé jusqu'au jour où on s'est rendu compte que, ok, on pouvait ne pas se comprendre, ne pas s'accrocher un petit peu, que nous, on était des adultes, qu'un jour, on se séparerait, enfin, que nos chemins se sépareraient, entre le médecin et nous, en tout cas, mais que s'il y avait une personne qui allait en pâtir, c'était Thaïs, c'était notre petite fille, et que ça, c'était pas pensable. Donc mon mari est venu le voir, enfin on est allé le voir, puis c'est mon mari qui lui a dit, docteur, on a décidé qu'on allait sceller un pacte de confiance avec vous. Donc il a dit, pardon. Il dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, je voulais vous dire que je vous fais confiance. Je fais confiance, j'ai une confiance absolue dans vos compétences médicales. Pourriez-vous avoir une confiance absolue en mes compétences de parent? Et c'est là que chacun est à sa place, et c'est là que l'équipage se constitue. Et c'est là que tout d'un coup, on peut avancer. On peut comprendre que l'urgence, par exemple, un jour j'ai été interrogée sur l'urgence. Qu'est-ce que l'urgence? Et je dis, mais moi, mon urgence, c'est pas l'urgence, la même urgence que le médecin. Moi, l'urgence, c'est l'inconnu. C'est quand je sais pas. Quand tout d'un coup, ça se met à biper et que je ne comprends pas. C'est pas du tout la même chose que pour le médecin, l'urgence. Et ça, d'arriver à se le dire, d'arriver à le comprendre, d'arriver à l'accepter de part et d'autre, on a fait un grand pas et je pense qu'on a pu accompagner Thaïs du mieux que... Enfin, bien d'ailleurs, non, je crois qu'on a bien accompagné Thaïs parce qu'on avait scellé ce pacte de confiance avec les médecins. Je vais finir parce que je vois que le temps passe très vite. Il y a une responsabilité des médecins et je crois qu'il y a un certain nombre de personnes soignantes dans la salle. Vous avez une énorme responsabilité auprès des aidants. C'est que vous représentez la société. Ce que vous dites, c'est ce que dit la société. Donc c'est pour ça que vos mots sont importants. Ce que vous proposez aux parents, c'est ce que propose la société. J'ai le souvenir d'un papa qui m'a confié un jour, c'est un homme que j'ai rencontré. Ça prête un peu à confusion si je dis la phrase comme ça. C'est un monsieur que j'ai été amenée à côtoyer. Dont le fils était malade et mort des années auparavant, d'une pathologie similaire à la mienne, donc avec des souffrances un peu compliquées à gérer. Son fils est mort à 12 ans. Et un jour, on discutait, on prenait un train ensemble, et puis il m'a dit, écoute, il faut que je te parle de quelque chose dont j'ai pas parlé, dont j'ai parlé à personne. Comme mon fils est mort, en fait, il était hospitalisé, c'était à la fin de sa vie, il était au stade terminal de la maladie, et puis il souffrait énormément, et je me sentais très, très démunie et impuissant. Et les médecins sont venus me voir et m'ont dit, monsieur, si vous voulez, on peut endormir votre fils pour que ça s'arrête. Et alors le papa a dit, mais du coup il souffrira plus. Il dit, ben non, du coup il souffrira plus, il va mourir et il souffrira plus. Et donc ce père a dit oui. Je vais choquer personne, hein, c'est illégal, mais c'est courant quand même. Hein. Ce papa a dit oui. Et puis il se trouve que les parents étaient séparés. La maman n'a pas pu arriver à temps parce qu'il y avait une grève, ça n'étonnera personne. Je ne sais plus si c'était SNCF ou Air France, mais bref. Et donc la maman est arrivée trop tard, son fils était décédé. Et le papa me dit, cet homme, qui 50 ans, ça faisait longtemps que son fils était mort, il me regarde et me dit, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Et je dis, ben comment ça? Il me dit, ils ont fait quoi les médecins, tu crois? Je dis, ben je pense qu'ils ont fait une piqûre pour que ton fils meure. Il me dit, tu crois qu'ils l'ont euthanasié? Je dis, j'en ai bien l'impression. Alors il m'a répété les termes utilisés. C'était pas, votre fils va s'endormir et il va peut-être mourir. C'était, voilà. Et ce papa s'est mis à pleurer comme un enfant. Comme un enfant, mais il m'a dit, ils avaient que ça à me proposer comme solution pour me soulager. Ils avaient que ça à proposer comme solution pour soulager mon enfant. Ça m'a bouleversée au plus profond de moi. Il faut savoir que dans cet accompagnement, l'une des choses les plus difficiles à gérer, pour les médecins comme pour les soignants, c'est l'impuissance. Mais que toutes les réponses ne sont pas justifiables. Ne justifient pas ça. Cette impuissance, moi aussi, j'y ai été confrontée plein de fois. Je crois que c'est l'un des apprentissages les plus importants qu'on puisse faire dans la vie. C'est qu'à un moment, on dit « je ne peux pas ». Un médecin peut dire « je ne peux pas te soigner, je ne peux rien… » Enfin, on peut faire plein de choses pour prendre soin, etc. Je ne peux pas te soigner. Qu'un papa ou une maman, moi je sais que Loïc, à l'instant de la mort de sa fille, lui a dit « désolé, je n'ai pas pu te guérir ». Oui, je pense qu'il faut reconnaître juste cette impuissance-là. Et à partir du moment où on reconnaît cette impuissance en toute simplicité, il y a tout un champ énorme de possibilités qui s'ouvrent à nous et de possibilités pour ajouter de la vie au jour, tous les jours.